Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous à la rencontre de Julie Serfati, qui est une femme coach en énergétique et santé naturelle et qui vient un peu nous parler de ses passions, de ce qui l'anime aujourd'hui et de ce qui lui plaît aussi dans le fait d'accompagner les autres et de comment elle en est arrivée là aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Alors Julie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui t'a mené justement à ce métier de coach en énergétique et en santé naturelle vers tous ces domaines-là qui sont extrêmement variés? Alors oui, en fait, tout a commencé quand j'ai toujours voulu faire psychologue à la base. J'ai toujours été attirée par la psychologie parce que moi-même, en fait, j'ai côtoyé, enfin côtoyé, oui, j'ai été suivie, on va dire, par une psychologue quand j'étais jeune, mais pas par, comment dire, c'est moi qui y allais directement. Évidemment, j'en parlais à ma mère, mais pas pour des problèmes. Comment dire, souvent ça fait bizarre de Particulier. dire voilà, c'est ça, parce que souvent on a un petit Hmm. peu on se dit ah, c'est pour les fous, etc. Moi c'est simplement que j'avais envie de parler à quelqu'un autre que mes parents pour Hmm. des domaines dans ma vie qui me posaient problème, et je voulais une oreille en fait qui soit neutre. Donc en fait très rapidement j'ai rencontré une psychologue mais qui était psychothérapeute et qui notamment faisait de la psychogénéalogie. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui est pas resté dans le cadre de la psychologie, on pourrait dire classique, mais qui a fait d'autres formations en psychologie, oui, psychogénéalogie. Elle faisait même à l'époque, je me rappelle des constellations familiales, enfin des choses vraiment assez que je connaissais pas trop, et j'adorais en fait sa façon de faire. C'est vraiment quelqu'un de très spontané. Et elle Mhm. m'a vraiment donné l'amour de la psychologie, surtout que j'ai vu les résultats sur moi. Je voyais des trucs incroyables qui se produisaient quand je parlais avec elle, quand on échangeait et tout ça. Et du coup, en fait, dès la sixième, je m'étais dit, je vais faire, moi aussi, je veux transmettre ça, ça m'attire vraiment. Et en fait, le comble du comble, c'est que je m'étais renseignée sur rien. J'étais restée bloquée psychologie. Hmm. J'ai fait mes études de psychologie et je me suis arrêtée en master. Je suis pas devenue psychologue finalement. Et en fait, là, ça a été un peu pas le drame, mais disons la remise en question, parce que je me suis rendu compte que l'approche psychologique que j'avais, j'ai fait la psychologie à la fac de Nice. Et mais de toute façon, j'avais vent de ce qui se passait dans les autres facs aussi. Et c'était pas vraiment. Je m'attendais pas à ça en fait. Je trouvais que la psychologie qu'on nous enseignait, moi, il me manquait quelque chose. Je trouvais que c'était pas si humain que ça, que Mhm. c'était beaucoup contrôlé. Contrôlé dans le sens où, pour moi, la psychologie, c'était vraiment être là pour la personne, limite suivre son intuition, finalement, ce que je fais aujourd'hui. Hmm. 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 Or, à la fac, je trouvais que c'était très... Il y avait des règles, il y avait, voilà, il faut pas Normé, faire ouais. ci, il faut pas faire ça, voilà. Et moi, en fait, alors il y a des personnes qui adhèrent complètement à ça. Moi, Hmm. j'ai pas réussi, en fait. Et en Master 1, j'arrivais pas à continuer. Je passais des heures à travailler, j'avais plus de vie sociale, je travaillais comme une folle et je ne réussissais pas les examens. Donc je me suis dit, il y a vraiment un problème, il y a vraiment un gros décalage, c'est pas Hmm. pour moi. Et donc je décide d'arrêter en master. Donc j'ai ma licence, mais j'ai pas mon master. Après, j'ai appris des trucs incroyables en psycho, mais voilà, j'arrivais pas à aller au bout. Et bon, heureusement, mes parents m'ont soutenue aussi parce que c'est pas évident d'arrêter en plein master. J'ai entendu des trucs comme quoi elle aurait pu continuer, ceci, cela. Mais moi, je le Hmm. ressentais pas, donc je pouvais pas me forcer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études, je travaillais à côté dans un magasin bio et j'ai découvert la naturopathie. J'ai découvert les plantes, j'ai découvert l'alimentation, j'ai découvert tout ça que je connaissais à moitié parce que mes parents m'ont toujours nourri avec du bio. Ma mère avait fait un DU de médecine chinoise en plus quelques années avant. Donc j'avais eu vent de ces petites choses-là. J'étais assez ouverte à ça, mais je connaissais pas plus que ça. Et en fait, cette année-là où j'allais avec la psycho, ça allait plus trop, j'ai tendu l'oreille vers ce que c'était la naturopathie, qu'est-ce que c'était le rôle du naturopathe, etc. Et déjà, c'est une approche qui me parlait parce que je trouvais que c'était plus concret aussi. Et il y avait des petites choses en psycho que je trouvais qui avaient leurs limites, qui étaient apportées par finalement la naturopathie. Hmm. Et moi, je trouvais que c'était... Alors des fois, les gens me disaient ça n'a rien à voir, alors qu'en fait, si.
Pour moi, c'était l'approche psychologique qu'on allie à l'approche alimentation, corps humain, etc. Et je trouvais que l'alliage des deux était assez incroyable. Mhm. Et en fait, c'est de là qu'est parti mon amour pour toutes les plantes, les fleurs de bac, parce qu'après, du coup, j'ai commencé une école de réflexologie énergétique basée sur de la médecine chinoise, des formations en naturopathie, en fleurs de bac, et puis c'est là qu'en fait tout s'est ouvert et que je suis tombée un peu dans ce monde-là, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que quand on parle, en fait, en soi, la psychologie en elle-même, comme on l'apprend à l'école, ça paraît très... enfin, il y a comme quelque chose de froid un peu, tu vois, comme quelque chose de... T'es là, mais t'es un peu... Comme un peu déconnecté vraiment de la personne. C'est très théorique, en fait. J'ai l'impression que la façon dont t'en parles, c'est... Oui, c'est ça, ça fait très théorique. Alors que là, le fait d'intégrer en plus de l'énergétique, etc., ça te rapproche vraiment de la personne sans pour autant, parce que bon, le but quand on fait du psycho-émotionnel ou de la psychologie, etc., je pense que c'est pas non plus de prendre pour soi. Enfin, c'est pas du tout le but, mais ça te permet quand même de voir la personne vraiment dans sa globalité. Tu vas vraiment à la rencontre de la personne, de ses émotions par différents biais, en fait. C'est ça. Ben, moi, après, voilà, c'est évidemment, il y a des personnes qui se retrouvent complètement dans la psychologie telle qu'elle est Bien sûr, oui. enseignée, et voilà. Mais moi, c'est vrai que j'avais ressenti ce côté... oui, ce côté... Ouais, je sais pas comment expliquer. En fait, ce côté qui n'est pas spontané, qui n'est pas... Ouais. on voit la différence, je trouve, entre quelqu'un qui... moi, par exemple, je me sers de la psychologie. Il y a des personnes qui ont fait psycho, Mmh. qui se servent de ça, mais qui vont l'intégrer dans leur façon d'être, qui vont Mmh. le vivre, qui vont... On voit la différence entre des personnes comme ça et des personnes qui restent dans le cadre, en fait, de ce qu'on leur a appris et qui sortent pas trop, qui ne s'écoutent pas forcément et qui... Mmh, mmh, moi, la psychologue dont j'ai parlé en début, la psychothérapeute, mmh. c'était un peu le savant fou qui faisait voler ses feuilles. Elle me parlait de ma grand-mère, elle était là, alors oui, c'est la grand-mère et tout. Enfin, elle était vraiment... Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a Ouais. percutée. Et dans des moments très difficiles où elle m'a accompagnée, c'est ça qui m'a fait sortir de mes angoisses, qui m'a fait sortir... C'est ce côté... on pourrait dire, bah oui, voilà, pour reprendre une expression de Nathalie, c'était exactement ça, c'est ce curseur d'humanité. Elle parlait Mmh. beaucoup de curseur d'humanité, c'est exactement ça, c'est-à-dire vivre la psycho. Parce qu'il y a des concepts qui sont hyper intéressants en psycho, que je Bien me sûr, sers ouais, encore ouais, aujourd'hui, ouais. enfin qui sont primordiaux, et moi je remercie encore d'avoir fait la psycho parce que ça m'a vraiment apporté une Mmh. base. Mmh, Mais je mmh, pense mmh. qu'il faut enfin, en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est de l'intégrer finalement, de prendre ce qui me parle, de ne pas prendre ce qui me parle pas, d'oser faire ça Mmh, en fait, mmh. et pas de me dire, ah ben Freud il a dit ça, donc c'est comme ça. Bah non, oser Mmh, pouvoir mmh, le mmh. remettre en question, dire, bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, c'est le faire vivre en fait. Ouais, Et, ouais, et ouais. je trouve qu'on voit la différence entre des personnes qui le font vivre, qui sont voilà dans leur truc et tout, et des personnes qui vont rester dans le cadre, et du coup Ouais. ça vibre moins quoi, enfin, selon Mmh. moi. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est le fait que tu aies eu le courage d'arrêter pendant tes études, sans forcément valider ton master du coup, avec bien sûr ta licence en poche, donc tu avais déjà un certain nombre de connaissances, mais tu vois, même si tu as arrêté au milieu, même si t'es pas allé au bout, tu as trouvé autre chose, et en fait, ça n'enlève rien à ce que tu as déjà fait, parce que justement, tu te sers de tes connaissances pour aller vers autre chose. Et ça, je pense que c'est hyper important à appréhender, parce que quand on est étudiant comme moi, souvent on peut se dire, mais si j'arrête les études en plein milieu, enfin, je vais recommencer tout à zéro. Enfin, c'est comme si ça avait servi à rien, alors que en fait, pas du tout, parce que tout ce que tu apprends, même que tu fasses 1 an, 2 ans, 10 ans d'études sur un truc, si tu veux changer après, en fait, tout ce que tu as appris, ça peut te servir par la suite, et tu peux en faire quelque chose. Et même si bah là c'est de la psychologie, t'as fait à côté de la naturo, au début on peut se dire ça n'a rien à voir, comme il y a des gens qui ont pu te le dire, et finalement toi t'en as fait quelque chose, parce que c'est deux connaissances que toi t'as réussi à lier en fait, et en les faisant s'épouser, t'as réussi vraiment à créer quelque chose de nouveau avec ça. Et ça c'est hyper intéressant, je trouve. Ben ouais, c'est-à-dire que bah moi c'est un peu ma vision aussi de la vie, même en général, c'est-à-dire souvent même il y a des personnes qui disent par exemple ben voilà j'ai fait tout ça pour rien, la vision aussi de l'échec, de la réussite. Enfin, Mm, mm, au début j'avais peut-être ce genre de vision, mais là depuis quelques temps je me suis dit ça.
La vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est pas, enfin pour moi, hein, d'être à un point A et de se dire je vais à un point B, puis si j'y vais pas, il n'y a pas de vie. Bah non, la vie, ça va être un point A, un point B, ah ben on passe par le point X, par le point. Enfin, et en fait, c'est tout ça qui va faire que finalement, on crée quelque chose. Et enfin, c'est exactement ça, c'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans la vie, tout ce qu'on a fait, c'est de l'expérience, et en fait, on l'a déjà en nous, avant même de terminer un cursus ou quoi, on a déjà quelque chose. Moi, quand j'étais en licence 3, je savais pas du tout que j'allais arrêter en master 1, mais de toute façon, ma licence 1, 2, elles étaient déjà là, et elles vont rester à vie. Et bon, bah, j'ai arrêté en master, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, comme tu dis, toutes mes années, j'ai appris plein de choses. J'ai fait des rencontres, je suis passée par des chemins que je pensais jamais passer. Enfin, puis après, voilà, ça a un peu dévié. J'ai fait autre chose. J'ai lié les deux. Enfin, voilà, moi, c'est ma vision aussi de la vie, de prendre tous les chemins de traverse possibles et pas que ce soit une ligne droite finalement. Et c'est comme ça qu'on crée, je trouve aussi. Ouais. Oui, ça te permet en fait de pas. En fait, je pense que quand on va d'un point A à un point B, on garde le contrôle sur la situation un peu. Et si on va pas au point B, ah punaise, j'ai plus le contrôle, quelle horreur! Et en fait, mais c'est ça aussi qui est génial parce que du coup, ça laisse le fait qu'on ait plus le contrôle, ben ça laisse toutes les choses survenir auxquelles on n'aurait même pas pensé en fait. Ah mais c'est exactement ça. Moi, quand j'ai commencé mes études de psycho, je me suis pas dit, bah, en master, je vais arrêter. Je m'étais dit, bon, mon truc il est tracé, je vais avoir mon Mmh. diplôme en master 2, puis ensuite on verra ce que je fais, etc. Et en Ouais, fait, voilà. bon, sur le moment on est un peu paniqué parce qu'on se dit mince, c'était pas prévu et tout, mais Mmh. finalement, quand je vois tout le chemin que j'ai fait après, même ne serait-ce que dans tout, voilà, dans les rencontres, je me dis si j'avais pas été là, j'aurais pas rencontré telle personne, tout ça, enfin, Mmh. c'est la richesse en fait de la vie et d'accepter, ouais, Mmh. de lâcher un peu le contrôle et de se dire pour l'instant c'est comme ça. Puis on va voir ce qui se passe. Et souvent, les chemins sont complètement tordus, mais c'est ça qui est beau, parce que du coup, le but, c'est pas qu'on aille tous d'un point A à un point B, sinon on Mmh. s'ennuie un peu, quoi. C'est aussi qu'on prenne des chemins de traverse, et en plus, après, ça enrichit, en fait, le parcours, quoi. Et du coup, quand t'as arrêté tes études, t'as directement lancé ton entreprise le coaching et l'énergétique ou t'as eu une transition autre Alors, quand enfin, alors, ce qui s'est passé, c'est que après mon école de réflexologie, j'avais fait des formations en plus entre, mais un peu plus courtes, parce que mon école, elle a duré un an, ouais, à peu près un an. Et en fait, j'ai décidé de lancer de suite, de créer mon entreprise Mhm. à un moment de ma vie qui n'était pas forcément idéal, parce que je sortais d'un drame, enfin, justement d'un stress post-traumatique. Et en fait, j'aurais préféré me reposer un petit peu, mais c'était un peu la panique dans ma tête. Je me suis dit, ah, j'ai fini mes études, il faut que je lance tout de suite. Donc j'ai créé mon entreprise, mais je communiquais pas trop dessus. J'étais pas du tout dans cette dynamique d'être fière de ce que j'avais fait, vraiment de porter mon bébé, mon entreprise. Et surtout, voilà, j'étais restée sur des protocoles qu'on m'avait appris, Mhm. qui me parlaient pas trop. Donc bon, j'étais vraiment axée réflexologie à ce moment-là. C'est-à-dire que, alors j'ai fait mes séances, je faisais mes séances de réflexo, mais c'était que axé sur de la réflexo. Il y avait quelques petites choses à côté, mais je gardais bien mes protocoles bien sagement. Mais voilà, ça me parlait pas trop. Et à côté, en fait, je travaillais pas à temps plein. À côté, je continuais de travailler en magasin bio. J'ai travaillé en pharmacie aussi, où j'ai créé un corner naturopathie. Et puis Mhm. finalement, il y a eu des événements aussi qui ont fait que j'ai arrêté le magasin bio où j'étais, j'ai arrêté la pharmacie. Et j'ai retrouvé un autre travail dans un magasin bio, mais cette fois-ci j'étais vraiment corner naturo, enfin j'étais la naturo du magasin en fait, Mhm. jusqu'à cette année, jusqu'au mois de juin, où là j'ai décidé d'arrêter vraiment le travail salarié qui me prenait quand même pas mal de temps dans la semaine, pour me consacrer que à mon entreprise. Et entre-temps j'ai tout recréé en fait, parce que j'avais refait d'autres formations qui m'intéressaient, j'avais eu une autre vision, des formations aussi sur moi. Enfin, j'avais vraiment une autre vision de l'entreprise. Je m'étais vraiment mis à bras le corps sur sur ce que c'est qu'une entreprise, parce que ça réveille pas mal de choses aussi. L'entreprise, c'est un peu, bah, ça va dépendre des personnes, mais je trouve que même dans notre société, c'est particulier d'avoir son entreprise. On est vraiment autonome. Ça remet pas mal de choses en question dans une vie. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai vraiment créé mes propres accompagnements. J'ai arrêté d'être un peu protocolesque, je sais pas si ça se dit, mais de répéter les protocoles qu'on me disait qui me parlaient pas. J'ai décidé vraiment de tout créer. Donc voilà, c'est vraiment cette année qu'on peut dire que ça a pris vraiment son envol, quoi.
Ok. Et alors, tu nous parlais de ton stress post-traumatique, justement. Tu es aussi rescapé des attentats de Nice. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et surtout comment tu as réussi à passer au-dessus? Enfin, c'est quand même un événement qui doit être hyper traumatisant et tu arrives quand même aujourd'hui à accompagner des personnes et à faire en sorte qu'elles aillent bien. Euh, et du coup, comment toi, tu as réussi justement à transmuter ça et à en faire, j'imagine, une force aujourd'hui dans ton travail en fait? Alors, ça a été, je suis quasiment sûre d'ailleurs, enfin un des, même peut-être même le pire moment de ma vie, parce qu'il y a eu l'attentat, mais il y a eu aussi le stress post-traumatique qui est arrivé en plus donc 2 ans après. Donc je n'ai pas fait le lien de suite en plus. Hmm. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'étais quand j'ai survécu à ça, quelques jours après, enfin, je voulais plus en parler. En plus, cette période, elle est un petit peu floue. J'ai quelques témoignages de ma mère, par exemple, qui me disaient que je voulais pas en parler, mais je me rappelle pas. Enfin, c'est très bizarre. Je Mhm. pense que j'étais un peu dans le déni finalement, Ouais. enfin même complètement, parce que j'ai voulu passer très vite en fait sur ça. Hmm. Mais voilà, déjà c'est quelque chose d'assez étrange quand ça arrive parce qu'on n'y croit pas. Hmm. On se dit, enfin, c'est quand vous êtes là sur les lieux, que le truc se produise, on dirait un film en fait. C'est vraiment une situation qu'on voit dans les films. Et en tout cas, on se dit, c'est pas possible. Enfin, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est vraiment la situation typique des films. Et moi, ce qui m'a un peu marqué dans ça, c'est vraiment la notion du temps, surtout. C'est-à-dire que on parle, enfin, on est beaucoup axé dans les événements, dans les choses comme ça, sur le temps. Et là, en fait, c'est la preuve, en tout cas, une des preuves que moi, finalement, je suis restée sur les lieux quelques secondes. En fait, ça s'est produit vraiment en quelques secondes, voire minutes, mais vraiment pas plus. Et c'est quelque chose qui est ressorti 2 ans après et qui m'a mis par terre pendant plusieurs mois, voire même pas années quand même, mais bien pendant un an, ça a été quand même très compliqué. Hmm. Alors que Hmm. cet événement, je l'ai vécu quelques secondes, voire quelques minutes. Donc en fait, ça prend tout son sens, en fait, le temps. Souvent même quand on dit oui, c'est quelque chose de pas très long, ça peut pas faire de mal, ou ça peut pas traumatiser, tout ça. Là, pour le coup, c'est pas la durée de la chose qui va compter, c'est vraiment enfin, ce qu'on en fait. Et même des fois, L'impact, ouais. voilà, notre inconscient, parce que moi, j'avais pas du tout conscience que ça allait me faire ça. Hmm. Et du coup, ça m'a vraiment fait quelque chose, cette notion du temps qui était très particulière. Hmm. Hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis très vite passée sur ça, mais dans les mois et même l'année qui a suivi, je me voyais avoir des comportements un peu particuliers. Je me reconnaissais pas trop. J'avais tendance à m'isoler un petit peu. Je sais pas, j'avais une vision des choses qui a un petit peu changé. Je me dirigeais vers des choses qui me faisaient peut-être un peu du mal, non pas, enfin du mal, c'est-à-dire des comportements qui n'étaient pas forcément très valorisants ou des choses Hmm. comme ça. Hmm. Hmm. Et, et je me disais, bon, tiens, c'est bizarre, j'étais pas vraiment dans une dynamique de vie, de tout ça. Jusqu'au moment où, en 2018, je me rappellerai toujours de cette scène parce que ça m'a marqué. Et en fait, il y a vraiment un avant et un après où je rentre chez moi. Je venais d'être chez un pote, je rentre chez moi. Et en fait, je me retrouve seule chez moi, comme d'habitude. Donc, je vis seule depuis que j'ai 19 ans, c'est pas un problème. J'ai mes amis, j'ai ma vie, enfin, et j'avais pas de souci à vivre seule. Et là, ce jour-là, je rentre et je me sens pas bien, mais je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que je commence à travailler en plus et je ressens une espèce de mal-être, mais que je n'avais jamais ressenti, une sorte de solitude. Mais vraiment, il pouvait y avoir 50 personnes autour de moi, je me serais sentie Hmm. seule. Et ça, c'est une Hmm. sensation qui est inédite, que je n'avais jamais ressentie. Une solitude vraiment où vous vous dites, mais en fait, voilà, vraiment, quoi qu'on fasse, je vais me retrouver seule en fait. Hmm. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je vais prendre ma douche, ça va passer, je vais me relaxer, tout ça. Et en fait, première crise d'angoisse abominable, parce que je manque de m'évanouir sous la douche, tellement j'ai des pensées qui venaient, enfin vraiment un brouhaha mental. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? En plus, avec la fumée de la douche et tout, enfin, ça n'arrangeait rien. Et en fait, je sors de là, je manque de m'évanouir et tout ça, je tombe sur le lit et en fait j'ai le mot crise d'angoisse qui me vient, je ne savais pas que, enfin, moi je savais pas que ça existait une crise d'angoisse, j'avais jamais entendu et en fait je me dis j'ai fait une crise d'angoisse
Et à partir de là, en fait, c'est tous les symptômes du stress post-traumatique, je les ai tous eus, hein, parce que du coup, j'étais allée voir sur Internet, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle. Enfin, c'est vraiment cette sensation de... Parce que donc moi, l'événement en l'occurrence, parce que ce qu'il faut savoir dans les stress post-traumatiques, c'est assez, c'est assez intéressant aussi à savoir, c'est que pour un même événement, on aura tous des façons différentes de réagir. Bien sûr, ouais. Et il y a les faits, en fait, les faits, voilà, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et les personnes qui ont assisté à ces faits, quels qu'ils soient, vont tous avoir des façons différentes de réagir. Donc en fait, ça c'est propre à chacun, quoi. C'est vraiment... et en fait, il y a des symptômes quand même qui ont été classés, enfin des symptômes typiques du stress post-traumatique. Moi, ça m'avait rassurée. Parce que, en tout cas, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, je deviens folle, en fait. J'avais des crises d'angoisse, mais alors... Puis c'est vraiment... C'est pas le truc de se dire... bon, bah, je suis stressée, je vais me poser, puis je vais boire une tisane, puis ça va aller, je vais regarder un petit film et tout. Là, on est sur une angoisse qui est vraiment au-dessus, quoi. C'est vraiment l'angoisse que rien ne peut calmer, on se dit, mais je vais finir à l'hôpital, enfin... C'est très particulier, cette sensation de solitude. Moi, du coup, c'était en plus un événement qui touchait à la mort. C'était le traumatisme se rapportait, moi en tout cas, enfin, voilà, à vraiment cette idée de mort, mais pas de la mort vraiment violente. C'est pas la mort au niveau, parce que moi j'ai une belle vision de la mort, d'un passage, c'est pas cette vision-là, c'est vraiment la vision de la violence, de quelque chose comment dire, d'imposer, enfin vraiment une intrusion, d'une violentation, enfin vraiment quelque chose de comme ça, où on n'a pas le choix, en fait on est impuissant, enfin, c'est vraiment très particulier. Et en fait tout ce que j'ai pu ressentir au moment des faits, ça s'est décuplé, ça s'est... comment dire, ça c'est vraiment, par exemple, je me suis sentie impuissante parce que je pouvais pas m'enfuir quand ça s'est produit. Ce sentiment-là, il est revenu, mais dans ma vie d'une autre façon. Tout ce que j'avais vraiment senti pendant quelques secondes, vraiment par rapport à cet événement, s'est retrouvé dans ma vie. La solitude, me retrouver seule face à ça, ça se manifestait par une solitude dans ma vie, où j'avais beau avoir des amis, etc. Je me disais non, je suis seule. Enfin, c'est vraiment une démarche très très particulière que j'avais en plus. Le comble du comble, c'est que je l'avais étudié en psycho, le stress post-traumatique, et c'est quelque chose qui me parlait pas. Comme quoi, on disait tout à l'heure la théorie. Je l'ai étudié, je me rappelle en plus des mots qu'on nous disait, et moi je me disais, je comprends pas ce que c'est un stress, c'est du stress, enfin, je percutais pas. Je l'ai vécu, j'ai tout compris. J'avais un livre, j'ai relu, j'ai dit, je comprends de quoi on parle maintenant. Voilà. Et voilà, j'avais un prof qui disait, les angoisses du stress post-traumatique sont des angoisses de psychotique. C'est vraiment la psychose, vraiment l'angoisse qui n'est pas rationnelle, etc. Moi je me disais, mais comment c'est possible, enfin, j'ai ressenti ces angoisses-là, des angoisses, mais très particulières, de la déréalisation, de la dépersonnalisation. Des fois, je me disais, mais on n'est qu'un corps, on n'est que des organes, enfin des trucs, mais je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive de penser ça, enfin, et je me voyais penser ça, en fait. C'était ça aussi le drame, c'est que je me voyais, c'est comme si je me voyais devenir folle. Et un jour, je me suis dit, je vais finir folle, quoi, tant pis. Bon, après, voilà, donc, heureusement, j'ai trouvé... Non, mais voilà, voilà... Mais voilà, alors j'ai trouvé des bonnes personnes qui ont pu m'aider à ce moment-là. Et en fait, au bout d'un moment, alors voilà, quelque chose qui m'a paru important aussi à ce moment-là, c'est de se dire que dans n'importe quelle situation qu'on va vivre de traumatisante, quand le truc nous percute en pleine tête, que voilà, c'est cette notion entre le sentiment de faute et le sentiment de responsabilité qui souvent est confondue. Et en fait, quoi qu'il arrive, c'est pas de notre faute. C'est-à-dire ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Alors c'est pas évident, hein, parce que moi aussi je me disais, oui, mais si j'avais fait ça, enfin il y a toujours ce truc de se dire, mais si. Mais c'est plus fort que nous aussi. Moi je savais bien que j'aurais pu rien faire. Je veux dire, face à un camion, on peut pas, je peux rien faire, quoi. Mais ça vient en nous de se dire, oui, mais si. Et si j'avais crié pour alerter les gens, et si. Il y a toujours un mais si. Et en fait, au bout d'un moment, avec de l'aide, etc., je me suis dit, maintenant, il faut arrêter. Là, vraiment, il faut que j'arrête de cette culpabilité. Ça a été un long travail, hein, quand même. Je n'étais pas venue comme ça. Même au niveau énergétique aussi, je l'avais fait. De me dire, mais c'est pas de ma faute, en fait. C'est le seul responsable, enfin, le seul fautif, c'est la personne qui a créé cet événement. C'est la personne dans ce camion. C'est pas moi, c'est ces personnes d'autres. C'est vraiment les personnes qui avaient l'intention d'eux.
Mais moi, enfin, nous, tous ceux qui étaient là, on n'y peut rien, quoi. Je veux dire, cette notion de faute, je pense, dans le traumatisme, elle est vraiment souvent là. J'avais beaucoup entendu même d'autres personnes avoir vécu des traumatismes et se sentir coupables, etc. Et par contre, je fais c'est deux choses différentes avec la responsabilité. Au bout d'un moment, je me suis dit, par contre, Julie, tu as la responsabilité de t'en sortir. C'est-à-dire, si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Il y a un moment donné, tu as là, j'en pouvais plus. Alors, il y a aussi le moment où on prend dans la tête, hein, donc là, on peut rien faire. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, je veux sortir de ça. Je peux pas passer mon temps, parce que j'ai perdu mon autonomie au début, quand je savais pas ce qui m'arrivait. J'ai dû retourner chez mes parents en urgence, parce que j'arrivais plus à manger. J'ai eu des symptômes vraiment très, très compliqués. Et quand, au bout d'un moment, évidemment, ça s'est un peu calmé, j'arrivais quand même à sortir la tête de l'eau, je me suis dit, bon là, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que plusieurs champs des possibles s'offrent à moi? Est-ce que je prends des médicaments? Est-ce que je prends ceci? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai suivi mon intuition. Justement, c'est là aussi l'importance de l'intuition, de nos ressentis. Malgré tout l'orage dans lequel j'étais, j'avais une petite voix qui était là et qui me disait, Julie, fais-moi confiance, écoute ce que je te dis. Là, c'est terrible ce que tu vis, mais vas-y, quoi. Et en fait, j'ai décidé, moi, c'est la psychogénéalogie qui m'a énormément aidée dans un premier temps. Et la psychologie d'ailleurs, enfin psychologie et psychogénéalogie, cette fameuse thérapeute que j'ai revue, et c'est elle qui a trouvé que je faisais un stress post-traumatique, parce que moi je me disais je deviens folle là, là je sais pas ce qui m'arrive. Et en fait quand je lui racontais les peurs que j'avais, là j'avais peur que tous les gens autour de moi meurent, etc. Je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive, enfin, et là elle me dit je pense que c'est un stress post-traumatique. Et en fait déjà le fait de mettre des mots dessus, ça m'a tellement soulagée, parce que je me suis dit je sais pourquoi j'ai ça. Je suis pas en train de dérailler. Non mais c'est ça, parce que en fait dans les symptômes il y a vraiment la sensation de devenir fou. Ça fait partie des symptômes caractéristiques. Et c'est une sensation qui est particulière. Hein. Enfin, quand on l'a pas, enfin, quand on le vit, on se dit, mais là, il y a vraiment un souci dans ma tête. Enfin, et en fait, c'est un symptôme classique du stress post-traumatique, parce que malheureusement et heureusement, le stress post-traumatique, c'est une réaction de défense finalement du cerveau. C'est gentil pour nous, disons. C'est le cerveau qui veut nous protéger, mais en nous protégeant, ça fait un tsunami, quoi. Enfin, et du coup, de savoir que c'est ça m'a déjà un peu, je me dis, bon, je sais ce que j'ai. S'en est suivi quand même des difficultés, parce que je me suis replongée dedans, j'ai vraiment conscientisé ce que j'avais mis dans le déni avant, donc ça, il a fallu que je replonge dedans, enfin ça a été quand même douloureux, mais je me voyais avancer. C'était douloureux, mais j'avançais. Et jusqu'au moment où j'ai vu des améliorations, j'ai vu que ça y est, ça prenait, que j'arrivais à refaire des choses, etc. Et puis le temps, voilà, le temps, les prises de conscience, et puis voilà. Et puis après, bon, récemment, j'avais eu des petites réminiscences quand même, parce que c'est des choses qui sont quand même inédites, quoi. C'est des trous dans la vie, enfin, c'est quelque chose, c'est une situation de guerre qu'on n'a pas l'habitude, c'est vraiment des choses qui sont violentes. Donc du coup, ça peut arriver. Voilà, moi j'avais eu des petites réminiscences qui sont revenues. Donc là, j'étais passée sur un travail énergétique. Et voilà. Mais en sortant de tout ça, effectivement, j'ai gagné en humanité. Je sais pas comment expliquer. Il y a des choses maintenant que je peux comprendre, alors qu'avant je comprenais pas, ou avant j'étais restée sur un plan théorique. Là maintenant, à force d'avoir ressenti tout ça, même sur d'autres traumatismes avant, mais qui étaient moins violents, mais il y a des choses voilà, que maintenant je peux ressentir, et j'ai peut-être plus les outils, disons, ou plus, je sais pas comment expliquer, mais je me sens plus apte à pouvoir être dans cette situation, enfin même à pouvoir accompagner des personnes qui ont pourquoi pas des traumatismes ou des choses comme ça, parce que j'ai gagné, ouais, je dirais, en humanité et en expérience. Alors, quelque part, ça peut être violent, mais j'ai vu des choses que je n'aurais pas vues si je n'avais pas vécu ça aussi. Donc voilà, c'est tout un mélange de tout ça qui est très particulier, mais qui finalement ouais, je dirais que ça m'a fait gagner en humanité et en vision, en acuité visuelle. Je sais pas comment expliquer, je vois des choses que je ne pouvais pas voir avant, et qui me permettent d'être là à des endroits où j'aurais pas pu être là avant, justement. Parce que oui, tu l'as compris, en fait, tu l'as intégré en toi, enfin, tu as intégré déjà des émotions, des sensations, etc. Et donc, du coup, je pense que il y a ce truc où
C'est forcément beaucoup plus facile de comprendre quelqu'un si toi-même t'as déjà vécu, même si c'est pas la même chose, mais au moins quelque chose de similaire. Typiquement, par exemple, tu savais pas ce que c'était que des angoisses, enfin tu comprenais pas trop comment on pouvait angoisser sur des trucs qui étaient pas nécessairement rationnels, et maintenant c'est quelque chose que tu peux totalement comprendre, et donc nécessairement tu peux aider les gens justement à passer au-dessus, enfin c'est même pas passer au-dessus, c'est à accepter peut-être leurs angoisses et à les comprendre eux-mêmes en fait. Ben c'est ça, en fait c'est vraiment être là. Moi c'est vraiment un truc qui, Mm. si je peux le résumer, c'est-à-dire qu'avant, je le dis, je pense que je pouvais pas être là pour certaines personnes, certains événements, certaines choses, parce que, après, comme tout, hein, il y a des choses que je comprends pas, que je comprendrai jamais. Après, heureusement, on vit pas tout, parce Bien que sûr, sinon, oui, oui, ce oui. serait... Mais du coup, Ça serait voilà, dur dans une ce vie. serait... Voilà. Mais du coup, à ce niveau-là, j'ai compris, malgré moi, entre Ouais. guillemets, parce que j'ai pas demandé à avoir cette situation, mais ça m'a permis de comprendre des choses, et aujourd'hui, de pouvoir être là pour certaines personnes, à certains moments, et ouais, c'est même plus du mental, quoi. Là, c'est vraiment Mm. moi, je crois que j'avais déjà entendu le terme, par exemple, crise d'angoisse ou crise de panique, mais je n'avais Mm. pas idée de ce que c'était. Moi, je me suis dit, c'est quelqu'un, par exemple, qui a vu sa phobie, et du coup, il a peur, tout ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout. Moi, ça me venait comme ça, c'est-à-dire que je pouvais regarder la télé, et je sentais qu'en moi, il y a quelque chose qui montait, alors qu'il y avait rien, donc je me dis, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, et d'un coup, ça monte, alors qu'il y a, voilà, et ça, je le comprenais Mm. pas avant, parce que je l'avais pas vécu, j'avais pas trop cherché à comprendre ce que c'était, Mm. et Mm. aujourd'hui, le simple mot crise d'angoisse, ou quand je vois une personne aussi, ou quand j'entends certains mots, il y a des gens qui emploient certains mots, je me dis, ok, lui, il a vécu ça, parce qu'on peut employer ce mot de cette façon. Si, enfin, voilà, j'ai une compréhension peut-être un peu plus subtile Mm. et moins mentale, voilà, c'est ça surtout. Et alors aujourd'hui, comment tu accompagnes les personnes exactement? Alors aujourd'hui, j'ai deux types d'accompagnement. Mhm. Alors le premier se fait en présentiel, donc à Nice. C'est un accompagnement qui s'appelle Expérience Reconnexion à soi, et qui, lui, on va dire, il arrive à un instant T pour une personne. Alors, je prends souvent des exemples, par exemple, quelqu'un qui est un peu en burn-out, ou qui est vraiment très fatigué, qui est un peu au bout du rouleau, enfin, un peu des situations où on est, on va dire, grosso modo, c'est un gros mot, mais déséquilibré, où on sait plus quoi manger, on sait plus trop, voilà, on est un peu déconnecté justement de Mhm. nous-mêmes. Mhm. C'est pour ça que je l'ai appelé expérience reconnexion à soi, et où il y a vraiment au début toute une partie vraiment naturopathie, médecine chinoise, mais qui est axée en fait sur la personne, sur vraiment ses spécificités. Le but c'est pas de dire alors mardi vous allez manger ça, mercredi ça c'est... Enfin je suis pas du tout comme ça, mais c'est vraiment d'amener à la personne déjà pourquoi, déjà les bases, la digestion, comment fonctionne le corps. Moi, c'est quelque chose que j'adore, l'anatomie, physiologie. En toute simplicité, hein, pourquoi la digestion, pourquoi c'est important. Aussi par rapport à l'alimentation, donner une nouvelle vision de l'alimentation, et en fait amener à la personne, donc déjà si la personne vient, c'est qu'elle a aussi cette envie de découvrir quelque chose, et de peut-être de faire des petites modifications aussi dans sa vie à ce niveau-là, et vraiment de lui amener une nouvelle vision de l'alimentation, pour lui donner quelques idées et quelques pistes pour qu'en fait elle se dirige elle-même vers une alimentation, on peut appeler ça aussi l'alimentation intuitive, qui va lui correspondre et qui va la nourrir en fait. Surtout c'est ça qui va lui apporter, au lieu de détruire entre guillemets, parce qu'il y a des aliments ou des types d'alimentation finalement qui détruisent plus que ce qu'ils n'apportent. Et l'idée c'est vraiment de reconnecter à ça. Suite à ça, on passe à une expérience olfactive. Je travaille récemment, j'ai fini une formation récemment d'aromathérapie énergétique et intuitive, et du coup je fais découvrir à la personne 3 huiles essentielles par l'olfaction. Donc c'est des huiles, il y en a une que je fais découvrir vraiment à tout le monde parce qu'elle me paraît vraiment très très importante pour tout le monde, et deux autres qui seront choisies en fonction de ce que la personne est à ce moment-là en fait, dans la séance, ce qu'elle est à ce moment précis, ses besoins à ce moment précis. Donc une découverte olfactive où on va cheminer un petit peu sur ses ressentis par rapport à cette huile, ce que ça provoque en elle, etc. Donc ça fait suite un petit peu justement à l'entretien du début. Et juste après ça, donc en général à ce moment-là, la personne elle est fin prête, elle est bien zen, elle est vraiment bien, il y a déjà une bonne avancée qui a été faite en termes de reconnexion, et on passe au soin énergétique. Et là le soin énergétique, c'est la personne qui le choisit.
quand elle prend rendez-vous, en fait, elle a le choix entre 5 soins énergétiques. Donc c'est elle qui va choisir le soin qu'elle veut recevoir. Je procède donc aux soins. Et après le soin, il y a une dégustation de tisanes de plantes de l'arrière-pays niçois. Alors c'est soit l'arrière-pays niçois, soit j'ai aussi un producteur en Haute-Savoie. Ou alors je suis pas allée voir le Mhm. fournisseur, mais je suis allée en Haute-Savoie. Et du coup, je vais pas plus haut, mais à chaque fois c'est des producteurs vraiment locaux qui font de la cueillette sauvage, etc. Donc c'est vraiment artisanal. Et des plantes, et encore une fois, qui sont en lien. En fait, j'aime bien lier tout ça. Je dis toujours que ça se Mhm, mhm, potentialise, parce qu'on a l'entretien qui potentialise l'olfaction, qui potentialise le soin, qui potentialise finalement la tisane. Et ces plantes sont choisies en fonction, encore une fois, de leurs propriétés pour ce qu'elles peuvent apporter à la personne à ce moment-là. Et suite à ça, c'est une séance donc qui dure à peu près 2 heures, grosso modo. Et suite à ça, en fait, on inclut dans cette séance, on va fixer ensemble un rendez-vous qui peut durer 1 heure. Après, j'ai pas de temps particulier, mais une semaine après. Cette fois-ci, c'est un rendez-vous téléphonique et en fait, on fait un point sur ce qui s'est passé pour la personne dans la semaine, si elle a des questions, si elle a des... Voilà, c'est un peu un bilan de ce qu'on aura vu pour ajuster, s'il y a besoin d'ajuster quelques petites choses. Donc ça, c'est la première prestation que je propose. Et la deuxième, c'est un coaching sur 3 mois qui s'appelle Sensibilité et créativité. Et donc c'est à raison de une séance de 2 heures à peu près une séance par semaine. Entre-temps, bien sûr, pareil, hein, si la personne vit quelque chose ou qu'elle veut qu'on s'appelle, etc., c'est entre les coachings, il y a quand même bien sûr un échange si besoin. Et là, vraiment, c'est un peu la synthèse de tout ça, justement, de tout mon parcours à la fois professionnel, enfin à la fois des formations ou des études que j'ai faites, mais surtout voilà, de mon expérience, de ce que j'en ai retiré moi, de comment je l'ai vécu. J'aime bien dire que ça passe un peu par mon filtre personnel pour... Enfin, voilà, les expériences que j'ai fait, même des retours des personnes, enfin vraiment cette vie un petit peu de tout ça. Et là, c'est vraiment en fait se reconnecter à ses sensations, à son intuition surtout, pour vraiment retrouver son autonomie et son pouvoir de créer sa vie dans tous les domaines. C'est pour ça vraiment j'axe sur la sensibilité, l'intuition, puis la créativité, pour finalement se récupérer, enfin retrouver ce pouvoir de se dire, mais j'ai le choix en fait. Je suis quelqu'un d'autonome, je suis quelqu'un vraiment de souverain, voilà, je suis quelqu'un d'extraordinaire avec mes talents, avec mes capacités, avec tout ce que je suis. Et avec tout ça, je peux créer en fait la vie que je veux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, cette idée vraiment d'autonomie, d'intuition. Et pour ça, en fait, donc j'ai créé un petit écrin en fait avec donc c'est un petit plateau en bois que je fais faire dans l'arrière-pays niçois par des artisans. Et chaque petit plateau est unique en fait. C'est pas du tout standardisé, c'est fait main. Et en fait, par-dessus, vous avez des petits échantillons avec 15 huiles essentielles. Donc c'est des huiles essentielles très spécifiques qui ont des propriétés physiques et psycho-émotionnelles spécifiques. Et en fait, ce coffret va nous accompagner pendant tout le coaching. C'est un coffret que j'envoie à la personne et qu'elle garde après à vie si elle veut. Enfin, et si elle aime les huiles essentielles, après elle peut se les procurer en grand format. Et en fait, ce coaching va réunir l'aspect alimentation, encore une fois, naturopathie, médecine chinoise, mais du coup beaucoup plus poussé, parce on est sur 3 mois, donc c'est beaucoup plus poussé. On va lier la digestion physique, la digestion émotionnelle. Donc pareil, ça peut être des compléments alimentaires, des fleurs de bac, si je vois que la personne a besoin à ce moment-là d'avoir un apport en complément alimentaire ou gémothérapie, ou enfin voilà, quelque chose un complément particulier. Et aussi tout ce qui est plutôt plus coaching, alors on pourrait dire tout ce qui est confiance en soi, vraiment l'expression au monde, la place qu'on a par rapport au monde. Enfin, c'est vraiment tout un coaching à la fois physique sur le côté alimentation, mais aussi psycho, on pourrait dire émotionnel, aussi sensibilité, etc. Avec ce fameux écrin d'huile essentielle qui nous accompagne. Et donc qu'on va utiliser par l'olfaction bien sûr. Et j'envoie en fait des fiches que j'ai créées au fur et à mesure pour chaque huile essentielle, comme ça la personne elle a quand même une trace des propriétés de l'huile, de tout ça quoi. Et une trace aussi des producteurs chez qui je me suis fournie, voilà. Ce qui est super intéressant, c'est que tu parles de créativité et tu l'extrapoles à la vie en général. Et souvent, quand on parle de créativité, on s'imagine ah bah je suis pas créatif parce que je sais pas dessiner, tu vois. Enfin, on limite la créativité à ces endroits où on peut dessiner, on peut peindre, on peut faire de la musique, à une sorte de loisir à côté de la vie où on peut se permettre de ne pas suivre des règles ou un protocole, où on peut se permettre de laisser parler son intuition, même on peut se permettre de s'exprimer en fait sans réfléchir,
sans coller voilà, à un protocole. Et toi, vraiment, tu l'extrapoles à la vie en général, et c'est ça que je trouve génial, c'est que la créativité, elle est dans tous les domaines de notre vie. Elle est dans le choix de ce qu'on veut faire, même à manger. Elle est dans, je sais pas moi, le métier qu'on veut faire. Elle est parce que on peut aussi créer n'importe quel métier. Et c'est exactement ce que tu montres, c'est-à-dire que t'as créé ton propre métier en fonction de ce que t'as fait, avec de la réflexologie, avec tes études en psycho, avec de la naturo, enfin avec plein de trucs en fait. Et t'es créatif, t'apportes de la création, oui, dans tous les domaines de ta vie, et voilà, tu fais un mix en fait de toutes tes connaissances pour pouvoir créer dans ta vie. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup, on se limite plus à un seul pan de notre vie qui est dédié à ça, mais c'est vraiment la vie entière, on s'éclate quoi, parce qu'on peut créer à n'importe quel moment. Bah exactement. Moi, c'est ma vision aussi, c'est-à-dire que pour moi, tout est lié. Par exemple, l'alimentation va être liée à nos relations affectives. Enfin, moi, je trouve des liens partout. Alors, des fois, on peut me traiter de folle ou je sais pas, mais du coup, je trouve des liens partout parce que c'est tout est interconnecté pour moi. Parce que par Mm. exemple, si on se nourrit en conscience, les aliments vont avoir des effets à la fois sur le physique, mais aussi sur l'énergétique. Surtout, on va être mieux déjà. En Mm. étant mieux, notre énergie va changer. On va avoir une vibration plus haute et du coup, on va pouvoir attirer, par exemple, des personnes qui sont sur la même vibration que nous. Donc, on va mieux s'entendre avec ces personnes et puis on peut rencontrer quelqu'un. Enfin, en fait, voilà, moi je l'extrapole comme ça et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, la créativité, elle est sans limite et c'est Mm. génial parce que moi, sous la douche, je crée. Quand je sais pas, quand je regarde un film, j'ai une idée pour quelque chose, j'ai toujours un carnet à côté où je note. Enfin, pour moi, la vie, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire ne pas attendre que ceci, que cela. Non, c'est dans l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire dans une discussion ou même une fois avec une discussion Mm. avec une copine ou quoi, j'ai eu une idée pour un truc. Enfin, et je trouve ça, c'est ça que je trouve ça beau, même dans des situations justement qui des fois sont catastrophiques. Ben en ce moment-là, je me dis, je commence à me dire, même dans ces situations, alors sauf si on est submergé bien sûr, mais quand on commence à remonter, bah, on peut aussi, ou même pendant ces Mm. situations, on peut faire une rencontre qui va nous aider pour ensuite. Enfin, et c'est ça que je trouve beau dans la vie en fait, c'est qu'il n'y a pas de cloison. Moi, je ne le vois pas comme des choses cloisonnées, je vois tout qui est en interrelation tout le temps, quoi. Mm. Mais je pense que c'est important qu'on se laisse en fait cet espace-là pour la créativité, dans le sens un espace où on se laisse s'exprimer. C'est-à-dire que par exemple pour moi, c'est compliqué en fait d'avoir cet espace créatif en nous, de laisser parler notre créativité quand on travaille du matin au soir, qu'on n'a pas de temps pour se reposer, que on se fait des pâtes le soir parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est rentré tard du boulot et que du coup, enfin, faut qu'on mange vite pour aller au lit ou pour s'occuper des enfants. Enfin, il y a un moment, je pense que pour pouvoir justement avoir cet esprit créatif, cette inspiration, tu vois, quand tu dis que l'inspiration, elle peut venir n'importe où. C'est pas genre oh, j'ai vu un truc magnifique, du coup ça me donne de l'inspiration. Non, t'es juste en train de parler à ta pote et waouh, t'as l'inspiration qui vient. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui boit son café ou une fille qui se met à chanter et là tu te dis waouh, j'ai trop d'inspiration. Mais en fait, la créativité, elle vient quand on lui laisse la place d'arriver aussi, et euh, quand on se laisse traverser. Parce que il y a des fois où on peut se dire ah, j'aurais peut-être l'idée d'écrire ça, ou ah, j'aurais peut-être l'idée de faire ça. Ah, mais non, mais je sais pas écrire, de toute façon ça sert à rien. Ou ah, mais non, mais je sais pas chanter, ça sert à rien. Mais en fait, c'est ça qui limite notre créativité aussi, je pense. C'est que déjà on se laisse pas le temps. Et en plus, on se limite dans le sens où on se dit ça sera pas assez bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Si on laisse cette partie de nous s'exprimer, bah plus on la laisse s'exprimer, plus finalement on va se rendre compte que bah on fait des trucs pas mal. Du coup, plus on va se faire confiance et plus on va l'exprimer dans d'autres domaines de notre vie. Ben, je suis complètement d'accord parce que surtout, tu vois, le fait de dire je sais pas dessiner, pour moi, ça veut rien dire parce que c'est je sais pas dessiner par rapport à quoi? Par rapport peut-être à une norme de la société. Mais en fait, on s'en fout de cette norme. Parce que moi, je trouve ça dommage, les gens qui se limitent en disant bah, je veux faire ça, mais je sais pas faire ça. Parce qu'en fait, tu vas le faire à ta façon finalement. Si tu as envie de le faire, fais-le, tu vas le faire à ta façon et on s'en fout de la norme. De toute façon, la norme, c'est tout le monde pareil et on s'emmerde. Enfin, désolé, moi, ça me. Ouais. Moi, franchement, Oui, oui. ça m'ennuie, mais alors. Et du coup,
je trouve ça génial, quelqu'un qui sait pas chanter, qui va chanter parce qu'en fait il chante à sa façon. On s'en fout. En plus, je crois même que ça n'existe pas de pas savoir chanter. J'avais parlé avec une prof de chant, enfin, qui disait qu'il n'y a pas de fausses notes en plus. Enfin, mais bon. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment le faire à notre façon et arrêter de se dire bah, je sais pas le faire parce que tu sais pas le faire par rapport à quoi? Par rapport peut-être à la norme qui dit qu'il faut le faire comme ça. Mais en fait, on s'en fout. Et la créativité pour moi, c'est ça aussi, c'est de se dire bah, j'ai envie de faire un truc, je le fais à ma façon. Et c'est ça la richesse du monde, c'est que chacun le fait à sa façon. Et du coup, ça fait plein de choses diversifiées et c'est trop bien. Oui, parce qu'en plus, par exemple, quand quand t'as monté ton entreprise, t'aurais très bien pu te dire, des coachs, il y en a plein, moi je vais rien apporter, mais pas du tout, parce qu'en fait, t'es toi, ton expérience fait que t'as pas la même expérience que la personne d'à côté, donc forcément, même si vous faites un métier qui a le même nom, ben en fait, ça sera deux métiers complètement différents, parce que vous l'apprendrez pas du tout de la même manière, et justement, si vous vous faites assez confiance pour suivre votre intuition, vous allez être beaucoup plus créatif que quelqu'un, par exemple, qui va juste suivre des En fait, c'est là où ça devient peut-être chiant, c'est que on apprend des trucs théoriques à l'école et qu'en fait on reste sur ces trucs théoriques. Finalement, on devient tous un peu les mêmes si on reste sur ces trucs théoriques-là. Alors que si on se laisse traverser par les choses, si on décide que ça nous parle pas trop, mais que ça vraiment ça nous parle beaucoup et que on ajoute plein de trucs avec notre créativité, on a envie de rajouter par exemple toi la réflexologie ou plein d'autres choses, ça fait tellement de diversité et en fait il y a de la place pour tout le monde je pense parce qu'on peut tous se compléter, il n'y en a pas un qui va empiéter sur l'autre à partir du moment où il va respecter sa créativité, etc. Par exemple, je sais pas moi, sur un psychologue, on va voir, si tous les psychologues faisaient de la même manière, c'est comme si on appréhendait la personne que d'une seule façon, mais il y a plein d'autres facettes qu'on pourrait pas voir. Et ça serait super dommage, quoi. Et donc, voilà, je suis emballée, je sais pas pourquoi, mais je sais même pas ce que je voulais dire, mais voilà. Mais exactement, mais moi je suis d'accord avec ça parce que en plus on le fait à notre façon. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du filtre personnel, de se dire, moi il y a des choses dans la naturo, par exemple, je suis pas d'accord. Mais alors les gens qui vont venir me voir, ils le savent, enfin moi quand je fais mes vidéos, j'explique mon point de vue, ceci, cela, puis si la personne elle se dit ah non moi par contre ça je suis pas d'accord, tout ça, elle va voir une autre personne qui sera, enfin voilà, donc en fait c'est aussi l'énergie, enfin l'accroche entre deux personnes aussi qui va faire qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde sur cette planète, il y a des gens qui ont plus de feeling que d'autres, etc. Et c'est ça aussi que je trouve super important, ce fameux degré d'humanité, de se dire, voilà, moi je propose quelque chose que j'ai appris, parce qu'il y a une partie que j'ai appris, mais qui est passée dans mon filtre personnel, les gens qui vibrent avec ça vont s'y retrouver, et puis ceux qui vibrent pas, tant mieux, parce que du coup, ils iront voir une autre personne, et du coup, comme tu disais, il y a de la place pour tout le monde comme ça. Donc, il n'y a pas de... Voilà, parce que dans la société, on nous dit, oui, fais pas ce métier parce que c'est bouché. Combien de fois j'ai entendu en psycho, le terme c'est bouché. Alors, quand on fait un métier que personne connaît, on dit, ne fais pas ça parce que personne connaît, t'auras personne. Et quand c'est... quand il y en a trop... le monde, c'est bouché. Voilà, alors ça, pour moi, ça aussi, c'est des conneries, mais alors monumentales. On fait le métier qu'on a envie. Et pour moi, de toute façon, c'est beaucoup plus subtil que ça. Même, c'est au niveau subtil, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, c'est au-delà de tout ça finalement. Comme tu dis, il y a de la place pour tout le monde, on est chacun sur sa vibration, enfin il n'y a pas de... C'est pour ça que pour moi la concurrence elle n'existe même pas. Ce mot, je sais pas. Il y a aussi le fait que quand par exemple, que tu as une entreprise, que tu as des clients, ne pas coller à certaines choses, par exemple, que tout le monde dirait, à une théorie que tout le monde connaît, entre guillemets, et en faire, et exprimer que ce qui toi te semble juste. Au début, tu peux avoir peur de te dire, ah bah oui, mais du coup, j'aurai pas de clients, parce que je collerai pas à ce qui a déjà été dit, tu vois, ou je peux pas trop me permettre de m'écarter de ce qui est dit d'habitude, et sinon je vais pas trop avoir de clients et tout. Et en fait, c'est vrai que c'est une peur qu'on peut avoir. Je pense que c'est une peur qui est assez générale dans la société aujourd'hui, c'est que si je m'écarte un peu, du coup je serai un petit peu peut-être rejetée et tout, alors que toi t'as eu confiance en fait, t'as eu confiance en ce qui te venait, et cette confiance en toi t'a permis d'appuyer le fait qu'il y avait des choses que dans la naturo, il y avait des trucs que tu voulais pas forcément aborder, et tu t'es dit les personnes qui seront pas d'accord, juste elles iront autre part. Et c'est pas grave parce que finalement ça sélectionne les personnes qui seront en accord avec toi.
Mais ça demande une certaine confiance en soi aussi. Ça demande à se faire confiance, à se dire, bon bah, peut-être que je vais perdre des clients en disant ça, mais finalement, il y en a d'autres encore mieux. Et ça demande d'avoir une certaine foi aussi. Ah oui, bah après, ça c'est un chemin, hein. Ça Ouais. c'est vraiment un chemin de toute une vie, hein, je ne sais pas, mais en fait, c'est effectivement, ça c'est très intéressant, c'est la peur peut-être effectivement, comme tu dis, je pense que c'est dans la société, c'est très marqué. C'est comme par exemple, ça me fait penser ce que tu dis, on peut l'extrapoler aussi aux relations amoureuses. Comme pour les clients, c'est-à-dire si je suis trop moi-même ou si je m'écoute trop et que j'ai envie de dévier, mais que normalement il faut pas trop dévier tout ça, je vais Mm. rencontrer personne parce que je vais être trop bizarre et tout. Mm. Moi, je dirais que c'est là précisément, c'est là la magie du truc en fait, c'est que enfin, après, moi, mon cerveau commence à le comprendre, tu vois, parce que j'avais beaucoup de croyances limitantes avec ça et tout. Les seules fois dans ma vie où j'ai vraiment suivi mon intuition, où vraiment je me dis, bon allez, je vais là, je sais pas trop pourquoi, parce que mon cerveau, enfin mon intuition me le dit, et pas mon cerveau justement, j'y vais. C'est les fois où ça a été magistral. Et les fois où je savais pas trop quoi faire, et du coup j'écoutais Pierre-Paul Jacques qui me dit fais comme ça, et moi je le sentais pas, tout ça, c'est là où ça Mm. foirait. Mm. Donc, à force, tu vois, moi je suis quand même quelqu'un de très. Mon cerveau, il est. Enfin, comme beaucoup de monde, mon mental, il est très dur, tu vois, à convaincre. Mm. Mais à force de me prendre des portes un peu dans la gueule quand j'écoutais pas mon intuition, je pense qu'il a commencé à comprendre et à me dire ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est l'expérience surtout Mm. qui m'a montré ça, parce que de le dire, c'est facile, mais, et je l'expérimente encore aujourd'hui, hein, parce qu'on ne suit pas forcément toujours son intuition. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop, donc on écoute, et puis on se dit, ah ben mince, voilà, bon, ça arrivera toute la vie. Mais c'est vrai que aujourd'hui, euh, ça me parle beaucoup plus, d'ailleurs ça me met tout de suite en joie et tout, quand justement on fait ce pas de côté, qu'on ose faire ce pas de côté, parce que pour moi si tout le monde le faisait, mais le monde il serait radicalement différent. Mm. C'est-à-dire que si tout le monde faisait ça, vraiment on aurait une libération de quelque chose, je pense. Parce que c'est la société qui nous dit voilà il faut être comme ça. Mais après tout, si on le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, qui a décidé qu'il fallait que ce soit comme ça? C'est un homme, une Mm. femme, c'est quelqu'un qui a décidé, mais si j'ai pas envie de le faire, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, justement, c'est là que je parle d'autonomie et de reprendre son pouvoir. Moi, j'appelle ça aussi la souveraineté. Parce que vraiment, c'est se reconnaître en tant que. Moi, je trouve aussi que. Bon, je ramène beaucoup à la société, mais c'est des choses que j'entends, en fait, que j'ai beaucoup entendues. Je trouve qu'il y a beaucoup de dévalorisation. Pour moi, la Mm. norme, elle est vraiment dans la dévalorisation et pas dans la valorisation. Ne serait-ce qu'à l'école. Je trouve qu'à l'école, le système ne valorise pas du tout les enfants. On nous apprend à nous dévaloriser, on nous apprend à citer d'autres personnes, à jamais nous citer nous. En fait, on nous apprend à ne pas avoir confiance en nous. Et ça, c'est regrettable. Mais après, on peut justement, c'est pas, Mm. on peut reprendre un pouvoir là-dessus, et c'est pas du tout Mais définitif, au contraire. Oui, non, dis-moi, oui. c'est limite mieux vu aujourd'hui de dire ah bah j'ai pas trop confiance en moi que ah bah attends j'ai confiance en moi ça va pas ou quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça, c'est là le problème. Moi, je me dis, mais pourquoi ça fait comme ça? Tout de suite, quand on dit j'ai confiance en moi, on est traité de vaniteux, on est vantard, on se vante Mm. et tout, alors qu'en fait, bah non. Enfin, et c'est là, en fait, tout le travail ou le cheminement, mais qui est intéressant, parce que c'est le chemin qui est super intéressant, c'est de switcher de ce mode, bah, j'ai pas confiance, je cite tout le temps les autres, je fais comme on veut que je fasse, enfin, vraiment Mm. finalement de cette dynamique où on n'est pas vraiment vivant, on vit pas vraiment pour soi, à cette dynamique où on se reconnecte à son intuition, à soi-même, etc. Et on se découvre et on se dit putain, mais en fait, oui, il y a les autres qui ont dit ça et tout, c'est super intéressant, mais il y a moi aussi. Il y a moi aussi qui dit ce que j'ai à dire, qui dit ma vision des choses. Et en fait, c'est magnifique parce que chacun a des visions qui vont enrichir ce monde. Enfin, on est tous légitimes. En fait, pour moi, on a tous raison parce que c'est notre vérité finalement, hein, il n'y a pas une vérité établie. Et c'est ça que je trouve super beau. Donc justement, ce pas de côté, où on se dit, bah, si j'ose être moi, on n'aura pas moins de personnes, on sera pas seul. Au contraire, ça va faire un tri, ça va écrémer naturellement. Et on va attirer les personnes qui sont directement sur notre vibration. Encore une fois, ça pour moi, c'est au-delà, tu vois, de dire, ouais, on aura personne, on va rester seul. Pour moi, ça, c'est vraiment, tu sais, de la 3D, vraiment mentale, vraiment le truc. Quand on va un peu plus haut, avec les huiles essentielles, je l'ai beaucoup expérimenté en olfaction. Il y a des huiles qui m'ont fait prendre conscience de cette idée de vraiment, notamment l'encens par exemple, où vraiment avec l'encens, je me disais, mais en fait, il y a
tellement plus haut que ça. Enfin, en fait, on est tellement riche de nous, on est tellement cette idée de se dire on va perdre des gens, on va rester seul, on va pas. Ou tu sais, j'ai beaucoup entendu aussi des gens qui disaient par rapport aux femmes, les femmes trop indépendantes, tout ça, qui réussissent trop, elles font peur aux hommes. Mais alors ça c'est pour moi c'est une croyance. Mais alors c'est de la 3D bas de gamme, tu vois, c'est vraiment on est De beaucoup plus bac à subtil que sable. ça. Non mais c'est ça. En fait, je trouve qu'on est beaucoup plus subtil que ça, quoi. On est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus riche que ça. Il y a pas de souci à se faire, on a tous notre place et c'est une histoire de vibration et de voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Amen. Alors, Julie, on va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire pour ce podcast aux gens qui nous écoutent? Je crois que j'ai tout dit, mais oui, si je devais dire une dernière chose, justement par rapport à ce qu'on vient de dire là, c'est vraiment euh, de se donner vraiment de l'importance à soi et par rapport au thème de tout ce qu'on vient de parler et tout, moi cette idée-là, elle m'a vraiment changé la vie. Elle est en train de me changer la vie parce que c'est un travail voilà de toute une vie, c'est le chemin de la vie aussi, mais de vraiment comment je pourrais dire, de s'épargner, de pas être, parce que je le vois autour de moi, et puis même moi je l'étais envers moi-même, des fois je le suis, cette intransigeance qu'on peut être envers soi-même, tout ce qu'on se dit, tu vois, même le fait je sais pas dessiner, enfin, là ce qui me vient de dire, voilà, c'est vraiment c'est par rapport à cette dévalorisation, par rapport à, je trouve on n'est pas forcément toujours très sympa avec nous-mêmes, on est vraiment même très dur parfois avec nous-mêmes. Et c'est pas forcément nécessaire. Vraiment, pour les personnes qui veulent après voilà, partir sur ce chemin-là et tout se reconnecter à cette intuition, etc. On est vraiment, enfin moi c'est la conviction que j'ai, nous les humains, enfin des êtres exceptionnels et on a un potentiel incroyable. On a vraiment tout en nous. Et du coup, voilà, je pense que c'est important de vraiment, si on a envie encore une fois, mais de conscientiser et de se dire, maintenant je vais m'occuper de moi, je vais faire sortir en fait ce potentiel, ce pouvoir que j'ai, cet amour pour moi et du coup pour la vie, hein, parce que quand on s'aime, ensuite on peut aimer les autres, on peut respecter les autres, enfin ça commence je pense par nous-mêmes. C'est quelqu'un qui va pas se respecter, il pourra pas respecter ensuite les autres. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, surtout en ce moment, enfin même avec la situation actuelle, etc. De vraiment parfois reprendre du temps pour se reconnecter à nous et être vraiment indulgent, mais c'est même pas indulgent, c'est vraiment se reconnecter à ce chemin d'amour de soi, de respect de soi, et de vraiment ce respect, de se dire, dans cette vie, si j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, quoi. On n'a qu'une vie, je vais pas passer mon temps à me dévaloriser, à passer à côté de ma vie, tout ça. Allez, on y va. Je reprends cette responsabilité et cette autonomie de me dire, je suis quelqu'un d'incroyable, je suis moi-même, en fait, avec toutes mes facettes, avec toute ma richesse. Je vais en faire quelque chose pour moi. Et du coup, pour les autres, ça sera naturellement, ça va même si c'est pas dans les métiers du coaching, hein, ça peut être un architecte, ça peut être n'importe quel métier et n'importe quelle vie, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, mais de se dire, si je commence par me faire du bien, je vais faire du bien automatiquement aux autres après, ne serait-ce que vibratoirement. Ça, on le dit pas assez, c'est pas dans les actes, c'est dans la vibration. Si je prends du temps pour moi, si je me fais du bien, je vais élever ma vibration et ça va faire du bien ensuite autour de moi sans que j'ai rien à faire. Rien que ça. Et du coup, voilà, mon message là, à l'instant T qui me vient, ce serait voilà, de se reconnecter un petit peu à ça, à son soi, voilà, à soi-même et être sur le chemin du respect de soi, de l'amour de soi. Merci beaucoup Julie d'avoir participé à cet épisode. C'était un super moment que j'ai passé avec toi. Si les personnes veulent te retrouver, on peut te retrouver sur ta page Instagram julie.serfati avec un Y, mais aussi sur ton site internet julieserfati.fr. Tu as aussi une page Facebook, mais de toute façon, je vais mettre toutes ces informations dans la barre d'infos du podcast. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci beaucoup à toi, c'était aussi un super moment et je suis toute enthousiaste d'avoir parlé de tout ça, ça me fait un bien fou aussi, donc voilà. Salut Julie. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours. Je me ferai un réel plaisir de vous lire.
Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.